Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un peu les enjeux du foncier en Égypte et puis une étude de cas pour éclairer une situation un peu particulière peut-être qui distingue un peu l'Égypte parce que l'Égypte est un cas particulier par rapport au reste de la Méditerranée. Alors si vous permettez, je me mets debout. Oui. Ah voilà, quelle ovation. Je me mets debout, c'est un peu une déformation professionnelle d'enseignante, je ne sais pas parler assise. Alors, tout d'abord, il faut quand même que je vous rappelle un peu le contexte particulier de l'Égypte, qui est différent des autres pays, au moins de l'Afrique du Nord, compte tenu que l'Égypte est située vraiment dans une zone totalement aride et que, en gros, la pluie en Égypte ne compte pas pour l'agriculture. Ce qui fait qu'on a une surface habitée en Égypte. On ne peut pas leur dire de baisser un peu? Ils sont 50. C'est pour se mettre en forme avant la conférence. On devrait faire pareil en fait. Bon. Parce que c'est une technique d'animation et de relaxation. Et donc je disais que compte tenu de la configuration géographique de l'Égypte qui est située dans une région aride, on n'a qu'entre 5 et 6% de la surface totale du pays qui est habitée. Tout le reste est désert, inhabité. Deuxième point, on a des ressources en eau très limitées. On a vu que c'est le cas en Algérie, on a vu que c'est le cas aussi au Maroc. Mais en Égypte, nos ressources en eau sont limitées à 99% par l'eau du Nil. Et l'eau pluviale représente vraiment pour l'agriculture très peu de choses. Et comme vous le savez, l'Égypte ne dispose pas... L'Égypte ne dispose pas de toute l'eau dont elle a besoin du Nil puisqu'il y a une convention internationale qui partage l'eau du Nil entre les pays du bassin. Et donc l'Égypte a un quota qui est fixé d'ailleurs depuis très longtemps, depuis des années, depuis presque les années 60, qui nous donne à peu près 60 milliards de mètres cubes d'eau. Donc on est limité aussi en tant que ressource en eau. L'Égypte aussi a une forte croissance démographique. On est à 96 millions d'habitants sur 5% de la surface, donc vous voyez un peu la densité. Et alors qu'on a eu au début des années 2000, la fin des années 90, le début des années 2000, une petite baisse de taux de croissance, on était autour de 1,8, 1,9. Depuis une dizaine d'années, on est passé de nouveau au-dessus de 2%. Donc on a une très forte croissance démographique. Compte tenu de le fait qu'on dispose d'une surface agricole très limitée, mais qu'on a quand même une eau d'irrigation disponible toute l'année, 12 mois sur 12, donc on peut irriguer les terres toute l'année, l'Égypte a mis en place depuis les années 60 une politique d'intensification agricole qui fait que chaque parcelle de terre agricole en Égypte est cultivée 2 à 3 fois par an, sauf bien sûr les surfaces qui sont cultivées avec des cultures permanentes. Et puis, compte tenu aussi de cette configuration qui fait que les terres agricoles sont très limitées dans le delta et la vallée du Nil, depuis les années 60, le pouvoir public a mis en place une politique de mise en valeur des terres pour créer de nouvelles surfaces agricoles, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Égypte couramment sortir du delta et de la vallée. Donc l'idée, c'est d'aller dans des terres désertiques où il n'y a rien, et puis faire des travaux d'aménagement, etc., amener l'eau du Nil, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autres sources, et puis commencer à mettre en valeur ces terres et transformer ces terres désertiques en terres agricoles. Et puis la dernière caractéristique, c'est une urbanisation très forte au détriment des terres agricoles, puisque l'espace habité se retrouve aussi dans le delta et dans la vallée du Nil. Compte tenu de cette croissance démographique où on est devenu 96 millions d'habitants, les villes et les villages ont besoin de s'agrandir. Et comme ils sont entourés des terres agricoles, toute la croissance démographique des villes et des villages se fait au détriment des terres agricoles. Et je peux vous dire que cette question de la perte des terres agricoles, c'est une vraie bombe en Égypte, à un tel point que l'État refuse d'en parler. Essayer d'obtenir des photosatellites pour voir l'évolution des villes et des villages sur les terres agricoles est presque un crime. L'État ne veut absolument pas en parler, il n'y a pas de données, il n'y a pas de statistiques, c'est secret d'État. Ici, sur ce tableau-là, c'est pour vous montrer un peu le rapport très tendu entre la population et les ressources en terre et en eau. Donc,
Si on regarde la première ligne, qui est la part par habitant des terres agricoles et de l'eau disponible en 2005, on était à peu près à 500 mètres carrés de terres agricoles par habitant et 723 mètres cubes d'eau par habitant. Si on regarde en 2016, donc à peu près 10 ans après, on est tombé à 420 mètres carrés de terres agricoles par habitant et 579 mètres cubes d'eau par habitant. Donc chaque habitant en Égypte dispose uniquement de 420 mètres carrés de terres agricoles pour se nourrir toute l'année et de satisfaire tous ses besoins. Et pour l'eau, c'est pareil, on est à 500 mètres cubes par an, ce qui est largement en dessous des normes internationales où on considère qu'on est dans une situation de pauvreté en eau. Je pense que c'est en dessous de 900 mètres cubes ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a perdu 100 mètres carrés de terre et pratiquement 200 mètres cubes d'eau en l'espace de 10 ans. Pour prendre aussi la mesure de la situation de tension très forte sur les ressources en terre et en eau en Égypte, si on regarde ce tableau, on va voir l'évolution du nombre d'exploitations en parallèle à la surface agricole. Donc, avec les efforts de mise en valeur des terres qui ont commencé depuis les années 60, l'Égypte a quand même réussi à augmenter, à ajouter presque un tiers à sa surface agricole. Ce qui a fait que la surface agricole est passée de 2 500 000 hectares dans les années 50 à 4 millions d'hectares dans les années 2000. Donc vraiment 30% de plus. Mais en parallèle, le nombre d'exploitants agricoles a aussi été multiplié pratiquement par 5. Où on est passé d'1 million d'agriculteurs à pratiquement 5 millions d'exploitants ou d'agriculteurs. Donc vous voyez, avec la croissance démographique et le fait quand même que l'Égypte est un pays rural, puisqu'on a 53% de la population qui vit dans le monde rural, tous les efforts qui ont été faits pour mettre en valeur de terre et augmenter la surface agricole n'ont pas pu compenser, j'allais dire, l'augmentation de la population d'un côté, la croissance démographique, mais aussi, comme c'est le cas, ce qu'on m'a représenté ce matin, j'ai vu beaucoup de choses en parallèle entre l'Égypte et l'Algérie. Avec le système d'héritage et de partage entre les frères et sœurs, on a donc un phénomène de morcellement énorme des terres agricoles. Donc, si on regarde, on voit que la surface agricole a été multipliée par 1,5 entre 1950 et 2010, alors que le nombre d'agriculteurs a été multiplié par 4,4 durant la même période. Et si on ajoute ce qu'on appelle dans les statistiques depuis les années 2000 les sans-terres, c'est-à-dire c'est des agriculteurs mais qui ne louent pas des terres, ne possèdent pas de terres. Et quand j'ai dit ne louent pas de terres, c'est la location officielle, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de formes d'arrangements qui ne sont pas du tout, disons, juridiquement légales. Ça n'existe pas légalement, c'est des arrangements oraux, c'est des arrangements à l'amiable. Donc ces agriculteurs sont toujours considérés sans terre, parce qu'ils ne sont pas répertoriés dans les statistiques comme possédant ou louant des terres. Donc si on ajoute ces agriculteurs appelés sans terre, on voit que le nombre d'agriculteurs a été multiplié par 5, alors que la surface agricole a été multipliée par 1,5 seulement. J'ai voulu vous montrer un peu ce tableau pour voir l'évolution de la situation des exploitations agricoles selon leur surface. Depuis les années 50, pourquoi? Parce que c'était avant la réforme agraire. L'Égypte a connu 3 réformes agraires successives qui ont porté essentiellement sur la distribution du foncier et la propriété des terres agricoles. Il y a eu une réforme agraire en 1959, une réforme agraire en 1962 et puis une dernière réforme agraire en 1969. Donc dans les années 50, on avait donc les chiffres qui sont en rouge, les petites exploitations. Donc on avait moins de 0,4 hectares, on avait à peu près 21% des exploitations qui se trouvaient dans cette situation. Et si on cumule jusqu'à, disons, moins de 2 hectares, on avait presque 78% des exploitations qui avaient moins de 2 hectares. Okay? Si on regarde dans les années 2000, on va voir qu'à partir des années 2000, on a commencé à comptabiliser dans les statistiques officielles la catégorie dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les sans-terres.
Pourquoi, encore une fois, on les appelle les sans-terre? Parce que c'est des gens qui exploitent, qui cultivent des terres, mais sans aucun statut légal, ni propriété, ni location légale. Et là, on va voir que ça représente, dans les années 2000, 18% des exploitants. Si maintenant on compare les années 2000 et les années 2010, les dernières statistiques agricoles dont on dispose datent de 2010. Depuis, on n'a pas fait de statistiques agricoles parce qu'il y a eu la révolution en 2011 et depuis, la situation est extrêmement tendue, notamment autour de la question des terres agricoles. Il y a beaucoup de problèmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des problèmes politiques au niveau de l'État. C'est une question explosive. Donc, on n'est pas prêt à avoir de nouvelles statistiques agricoles avant longtemps. Donc, si on regarde la situation compare 2000 et 2010, toujours en regardant les chiffres qui sont en rouge, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'on a à peu près le même pourcentage des petites exploitations donc, qui ont moins de 2 hectares. Mais par contre, le pourcentage des exploitations de moins de 4 hectares de moins de 0,4 hectares a augmenté, puisqu'on est passé de 35% à 39%. Donc, il y a un glissement vers les toutes petites exploitations. Et puis, on a aussi une augmentation en pourcentage pour ceux qui ont 1 hectare à peu près, où on est passé de 30% à 29%. Et ce qui est remarquable surtout, c'est les grandes exploitations, puisque les réformes agraires que l'Égypte a connues ont plafonné la propriété agricole à 40 hectares maximum. Donc, on n'avait pas des exploitations de plus de 40 hectares depuis la fin des années 50. Mais dans les années 90, l'Égypte a connu un changement d'un système socialisant, disons, vers l'économie du marché. Et dans les années 90, il y a eu une abrogation de la loi des réformes agraires. Donc, ce plafonnement de la propriété agricole a sauté. Et c'est à partir de là qu'on voit apparaître dans les statistiques de nouveau des grandes, voire des très grandes exploitations. Et là, si on compare les années 2000 et les années 2010, on constate que les exploitations de 40 hectares à 200 hectares et plus de 200 hectares, on est passé de 10% en termes de nombre d'exploitations à 4 plus 1 plus 7, on est passé à 12%, presque 13%. Donc, leur pourcentage, le nombre d'exploitations qui ont plus de 40 hectares est passé de 10% pratiquement à 13%. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la SAU moyenne de ces grandes exploitations. Si on regarde dans les années 2000, on voit que les exploitations qui ont plus de 40 hectares avaient une surface moyenne de 146 hectares. À partir des années 2006, on a des exploitations qui ont 266 hectares de surface moyenne, voire 1400 hectares de surface moyenne. Donc, on a une augmentation en termes de pourcentage de ces très grandes exploitations, mais on a aussi des exploitations de plus en plus grandes, d'accord, puisque leur surface moyenne devient effectivement extrêmement importante. Voilà les pourcentages donc, de ces exploitations. Donc, pour résumer un peu la situation et les enjeux du foncier en Égypte, compte tenu de cette évolution et ce passage de la réforme agraire qui a plafonné la propriété agricole, etc., à la libéralisation économique et l'économie de marché, on va voir, comme j'ai dit, qu'on a presque 80% des exploitations qui ont moins de 4 hectares, mais avec un glissement vers les toutes petites exploitations qui ont donc moins de 2 hectares. Deuxième élément important, c'est que si on inclut les sans-terre, donc ceux qui exploitent des terres mais sans statut officiel, on arrive à 97% des exploitants qui ont moins de 4 hectares. 97% des exploitants. Deuxième élément important qu'on peut tirer de ces tableaux-là, c'est le retour en force, j'allais dire, des grandes exploitations qui ont plus de 40 hectares. Puisqu'ils étaient 10% en 2000, ils sont 13,4% en 2010. Donc, ils ont pris 3% de plus dans l'espace de 10 ans.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la surface moyenne de ces grandes exploitations qui est passée donc de 146 hectares en 2000 à pratiquement 1400 hectares dans les années 2010. Alors il y a un point important qu'il faut quand même souligner. J'ai dit tout à l'heure que l'Égypte a réussi à augmenter pratiquement sa surface agricole de 30% grâce à la mise en valeur de nouvelles terres. Mais si on regarde la situation dans les nouvelles terres et dans l'ancienne terre, on va voir un phénomène très intéressant. C'est que la très grande majorité de ces grandes exploitations sont situées dans les nouvelles terres. Parce que les anciennes terres, donc le delta et la vallée, a subi les lois de la réforme agraire, donc qui a consisté effectivement à redistribuer les terres agricoles à des petits exploitants, petite surface, 2 hectares, 4 hectares maximum. Et les nouvelles grandes exploitations agricoles qui ont été créées ne pouvaient être créées que dans des espaces neufs, où il n'y avait rien, puisque ces nouvelles terres ont été créées de rien. Okay? Donc, si on regarde la SAI totale dans les anciennes terres et les nouvelles terres, on va voir qu'on a à peu près 2,9 millions d'hectares dans les anciennes terres et 1,1 million hectares dans les nouvelles terres. Les grandes exploitations sont situées surtout dans les nouvelles terres. Donc, on a les exploitations de plus de 40 hectares. Il y a 2887 exploitations. 2887 exploitations de plus de 40 hectares. Et sur ces 2887 exploitations, il y a 2000 qui sont dans les nouvelles terres. 2000 sur 2800 sont dans les nouvelles terres. Et si on regarde ce qu'on appelle les entreprises, puisque dans la loi égyptienne, on distingue ce qu'on appelle l'exploitation agricole et l'entreprise agricole. L'entreprise agricole, c'est un peu une entreprise, disons, avec plusieurs associés. C'est un peu calqué sur le système industriel, les entreprises industrielles, où il y a des capitaux avec plusieurs associés qui ont des parts dans ce capital, etc. Donc, c'est pour ça qu'on trouve le classement de ce qu'on appelle les entreprises. On a 587 entreprises. Donc, c'est des entreprises, encore une fois, avec plusieurs associés qui possèdent des parts dans le capital de ces entreprises. Et on les appelle les entreprises agricoles. On a donc 587 entreprises, 222 dans les anciennes terres et 365 dans les nouvelles terres. Donc, on a bien compris que les grandes exploitations de plus de 40 hectares et ce qu'on appelle les entreprises agricoles sont situées en très grande majorité dans les nouvelles terres. Alors, quels sont les enjeux par rapport à cette situation? Bien sûr, je ne reviens pas sur le rapport entre la terre agricole et la population et l'eau disponible. On a vu la forte tension et la baisse continue de la part par habitant des terres agricoles et de l'eau. Il y a aussi l'enjeu des grandes exploitations. Qui sont les propriétaires? Qui sont les exploitants dans ces grandes exploitations agricoles? En fait, on a 2 catégories. On a les grandes exploitations agricoles qui restent quand même des propriétés familiales. C'est-à-dire, c'est une personne qui va investir son capital pour créer une grande exploitation agricole. Et en général, ces personnes-là ne sont pas des vrais, entre guillemets, agriculteurs. En général, ce sont des avocats, des médecins, des commerçants, des hommes d'affaires, des personnes qui sont complètement en dehors du milieu agricole et puis qui vont investir dans une exploitation agricole comme ils peuvent investir dans l'achat d'un immeuble ou d'un logement locatif, etc. Deuxième catégorie, ce sont des capitaux étrangers. Et en général, ces capitaux étrangers, on a, comme on m'a dit ce matin, l'Arabie Saoudite, les Émirats essentiellement, et un peu le Koweït. Mais c'est essentiellement l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et on a même en Égypte 1 ou 2 entreprises agricoles qui appartiennent en totalité à une personne, c'est le gouverneur de Dubaï, Cheikh Khalifa. À lui tout seul. Il a je ne sais pas combien de milliers d'hectares. Donc, c'est très clair. Mais il n'y a pas de capitaux européens ou américains. Non, ça n'existe pas. On a quelques cas aussi exceptionnels d'associations entre des capitaux égyptiens et des capitaux qui proviennent des pays du Golfe, notamment les Émirats ou l'Arabie Saoudite. Mais c'est quelques cas rares, les associations. En général, c'est soit des capitaux égyptiens, soit des capitaux qui viennent de ces pays. Comme j'ai dit, il y a aussi l'enjeu de perte des terres agricoles.
Malheureusement, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. Hein. Après la révolution en Égypte, il y a un ministre de l'Agriculture qui a essayé de s'attaquer à ce problème, qui a fait quelques déclarations dans les journaux en disant que c'est une cause nationale et que pratiquement la moitié des terres que l'Égypte gagne avec la mise en valeur sont perdues par l'urbanisation et que l'État doit faire quelque chose, etc. Et il a été viré, on l'a viré du gouvernement. Parce qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. C'était trop grave, hein, donc il ne faut pas parler de ça. Hein, parce que bien sûr, l'urbanisation, c'est de la spéculation. Le prix du mètre carré dans certains endroits en Égypte, c'est pratiquement comme à Paris ou à New York. Donc c'est vraiment des enjeux qui comptent pour des milliards. Hein, donc on ne touche pas à ça. Mais c'est vraiment un très très gros problème. Comme j'ai dit, on a deux types de grandes exploitations agricoles. On a donc les exploitations familiales. C'est la propriété d'une personne ou plusieurs associés de la même famille. Ça va être le mari, la femme, le frère, le cousin, etc. C'est les membres d'une famille qui vont s'associer pour investir dans une exploitation agricole. Et puis on a, comme j'ai dit, les entreprises agricoles. Alors les entreprises agricoles sont gérées par des salariés. C'est-à-dire, moi j'ai visité personnellement des entreprises agricoles de ce type dans le territoire que je vais présenter pour l'étude de cas. C'était 3000 hectares irrigués, gérés par 5 ingénieurs agronomes qui se sont partagés les secteurs pour gérer ces exploitations-là, avec je ne sais pas combien de salariés permanents et combien de salariés saisonniers. Et bien sûr, toute la production de ces exploitations est destinée à l'exportation. Donc, c'est vraiment des exploitations hyper modernes avec la meilleure technologie. On voit ces exploitations qui produisent des fruits essentiellement, des oranges, des mangues, des choses comme ça. Les stations de tri et de conditionnement sont sur place, sur l'exploitation. Donc, on produit, on trie, on conditionne et les camions sortent de l'exploitation direct à l'aéroport. Donc, c'est vraiment, on est dans un système d'entreprise, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture qu'on connaît dans nos pays. Il y a aussi beaucoup d'enjeux autour du foncier. Pourquoi? D'abord, il y a des vrais problèmes d'information et des données. Moi, je ne suis pas spécialiste du foncier, mais en travaillant sur d'autres sujets, j'étais amenée à étudier un peu la question. Et je me suis rendu compte qu'il y a des vrais problèmes d'information ou d'absence d'information, parce que c'est un sujet éminemment politique et très explosif. Alors, par exemple, autour du loyer, le loyer de la terre agricole. Officiellement, dans les documents officiels, le loyer, c'est autour de 3000 livres selon les données officielles. Alors qu'en réalité, quand on fait des enquêtes sur le terrain ou quand on discute avec les acteurs, ils nous disent autour de 10 000, 15 000 livres. 10 000 livres, c'est 500 €. 500 € par hectare pour un pays comme l'Égypte, compte tenu du niveau de vie et les niveaux de revenus, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est la loi du marché. Donc les gens aujourd'hui ne respectent pas, j'allais dire, le cadre légal, et c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait qu'on impose le loyer qu'on veut. Il y a aussi un gros problème par rapport au statut de l'exploitant. Qui est l'exploitant? Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse pour vous expliquer la situation en Égypte. Depuis la réforme agraire en Égypte, comme en Algérie, la réforme agraire a créé des coopératives agricoles pratiquement dans chaque village. Donc tout le territoire rural en Égypte est complètement maillé par des coopératives agricoles qui se retrouvent partout. Ces coopératives agricoles du temps de la réforme agraire géraient en gros l'agriculture, puisqu'on était dans une situation centralisée. Donc c'est la coopérative agricole qui collectait la récolte des paysans, qui se chargeait de le vendre à l'État, etc., etc. Tout ça aujourd'hui a changé. Mais les coopératives agricoles ont récupéré une autre fonction. Les coopératives agricoles aujourd'hui font deux fonctions importantes. Elles vont être le point de vente des intrants subventionnés, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, etc. Et c'est aussi un point pour le crédit agricole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le crédit agricole. La banque du crédit agricole va donner les crédits aux agriculteurs à travers la coopérative. Il faut être membre de la coopérative. Donc la coopérative est devenue en quelque sorte un guichet. Okay? Depuis la loi de la réforme agraire,
chaque exploitant devait avoir une espèce de carte qui prouve qu'il est exploitant agricole. Et c'est cette carte-là qui lui permet de faire affaire avec la coopérative. Alors, la définition légale, juridique, dans les textes de loi de qui est l'exploitant agricole, c'est à peu près comme ce qu'on trouve en France, hein, si vous connaissez la définition en France, c'est-à-dire c'est une personne morale ou physique qui gère au quotidien l'exploitation, etc., etc. Mais il y a un petit problème hérité des années 60, c'est le mot qui est utilisé. On ne parle pas d'exploitation, on ne parle pas d'exploitant. On parle en arabe, le mot pour ceux qui comprennent l'arabe dans l'assistance, on parle de l'hiyaza. L'hiyaza, c'est un mot très ambigu en arabe. Ce n'est pas tout à fait la propriété. La propriété, c'est le milkiyya. L'hiyaza renvoie à quelqu'un ce que j'ai sous la main. Je peux avoir quelque chose sous la main par location, à disposition, par location ou par propriété. L'hiyaza, non, c'est ce que tu as sous la main. Oui, mais possession, c'est proche de propriété, alors que c'est vraiment, c'est pas propriété, quoi. Voilà, c'est ce que tu as sous la main. Donc, on utilise ce mot pour dire el-ha'iz, celui qui est en cette situation, qui a à sa disposition des terres, c'est lui qui a cette carte, ce permis, okay, et qui définit donc ce qu'on peut dire l'équivalent en français, l'exploitant. Donc, c'est lui qui a le droit. Et écoutez-moi bien, c'est lui qui a cette carte à son nom, qui est considéré donc comme l'exploitant, mais avec le mot arabe, c'est lui qui va avoir le droit d'aller à la coopérative et d'obtenir de la coopérative les engrais, les pesticides, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un enjeu très important, parce que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont dans les coopératives, ils vont prendre les pesticides et les engrais à des prix subventionnés et ils vont les revendre sur le marché noir. Résultat, beaucoup de personnes qui figurent sur les statistiques comme exploitants agricoles, à cause de ce petit problème de vocabulaire, en fait, ils n'ont rien à voir avec l'exploitation agricole. C'est des propriétaires fonciers qui peuvent vivre au Caire ou à Alexandrie ou n'importe où, qui ont hérité des terres de leurs grands-parents ou de leurs parents, qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui louent ces terres s'il le faut depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qui refusent de changer cette carte au nom du vrai agriculteur qui cultive la terre pour garder toujours l'opportunité d'avoir cette relation privilégiée avec la coopérative. Donc, c'est vraiment une anarchie totale, j'allais dire, au niveau des statistiques. Parce que toutes les statistiques sont basées sur ces cartes qui définissent qui est l'exploitant. Donc, il y a plein de gens qui ont des cartes à leur nom, comme quoi ils sont exploitants agricoles dans tel endroit et qui sont membres de telle coopérative. Mais quand vous allez regarder de près, cette personne n'a jamais mis les pieds dans le village ni dans la coopérative. Mais pour lui, c'est une situation de rente, hein, il faut garder ça. Donc, c'est vraiment un enjeu très important. Compte tenu, encore une fois, de cette pression très forte de la démographie sur les terres agricoles, la loi de l'offre et de la demande a fait qu'aujourd'hui, il y a de très, très nombreux arrangements complètement hors la loi pour la terre agricole. Donc, on a affaire à un retour, parce que ça avait disparu, effectivement, avec la loi de la réforme agraire. Il y avait soit les propriétaires exploitants, soit les fermiers, c'est-à-dire quelqu'un qui ne possède pas la terre, mais qui va la louer, mais avec un contrat officiel. Donc, il a un statut. Aujourd'hui, on a des multiples formes d'arrangements oraux, parce qu'il y a une telle pression sur la terre agricole que les sans-terre, on a quand même presque 1 million d'agriculteurs sans terre, ils sont prêts à tout pour avoir un petit lopin de terre qu'ils peuvent cultiver. Donc, souvent, ils vont s'arranger oralement avec le propriétaire pour cultiver ces terres-là, 6 mois, 1 an, en échange d'une somme, ils s'entendent bien sûr en fonction, encore une fois, de la loi de l'offre et de la demande, et ça, c'est en dehors de tout cadre légal. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, région par région, selon les régions où il y a la pression est plus forte que d'autres, selon aussi le rapport de force entre le propriétaire de la terre et l'agriculteur qui vient le voir pour avoir accès à ces terres. Les politiques publiques dans le domaine foncier en Égypte sont inexistantes, tout simplement.
Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est un sujet explosif. Hein. C'est quand même presque 50 millions de personnes qui vivent dans le monde rural en Égypte et qu'on a très très peur de toucher à ce sujet-là. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a des politiques vraiment pour réguler la situation. On fait un peu l'autruche, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder. On sait tout ce que je vous ai raconté, hein, ce n'est pas un secret, mais il vaut mieux ne pas mettre le petit doigt dedans. Et le dernier point, c'est les problèmes de droit de propriété. Et ça, c'est un problème nouveau qui a émergé avec les nouvelles terres. Dans l'ancienne terre, c'est la loi, je vais dire qu'on trouve partout. Vous êtes propriétaire de la terre, vous transmettez ces droits de propriété à vos héritiers, le partage selon le droit islamique, une part pour la femme, deux parts pour l'homme. La femme, elle a droit d'avoir la terre agricole, il n'y a pas de problème en Égypte là-dessus, sauf dans certaines régions où les frères garçons, même si légalement leur sœur a droit à la terre, ils vont continuer, eux, à l'exploiter, mais légalement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, dans les nouvelles terres, il y a un vrai problème lié au droit de propriété. C'est un peu l'étude de cas que je vais vous présenter. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'Égypte, les terres agricoles donc, sont limitées ici, dans le delta du Nil et tout le long de la vallée. Ça, c'est ce qu'on appelle les anciennes terres. Les nouvelles terres agricoles sont situées essentiellement dans 3 zones. Ici, à l'ouest du delta, entre Alexandrie et le Caire, à l'est du delta et autour du canal de Suez, ici. Moi, l'étude de cas que je vais vous présenter, c'est ici, à l'ouest du delta, entre le Caire et Alexandrie. C'est une des plus grandes régions de mise en valeur des nouvelles terres en Égypte. Pourquoi? Parce que situé entre 2 grandes villes, les plus grandes villes entre le Caire et Alexandrie, qu'il y a un réseau routier qui lie les deux. Donc c'est très facile de mettre en valeur les terres autour de ce réseau routier. Donc c'est dans une région qui s'appelle Ouest Noubareya. Noubareya, c'est le nom du canal en fait qui irrigue tout simplement l'ouest du delta du Nil. Donc un petit rappel historique, c'est qu'il faut savoir que les premiers grands projets de mise en valeur des terres agricoles en Égypte ont eu lieu dans les années 60 et 90. Et ces premiers projets jusqu'aux années 90, donc dans les années 60, 70, 80 et tout ça, s'étaient réalisés alors que l'Égypte était encore sous les lois de la réforme agraire. Donc on a appliqué ces lois, c'est-à-dire on a mis en valeur des terres et puis on a distribué ces terres à des petits agriculteurs ou des agriculteurs sans terre avec des petites surfaces entre 2 et 4 hectares maximum. C'était ça le système de la réforme agraire, puisque la réforme agraire a redistribué les terres aux agriculteurs avec des surfaces entre 2 et 4 hectares. Donc on a repris le même système dans ces terres nouvellement donc, mises en valeur. À partir des années 90, donc, il n'y a plus de réforme agraire, donc il n'y a plus de plafonnement de la propriété agricole. Et à partir des années 90, la politique agricole en Égypte a été axée autour d'une seule idée, en disant que, comme dans tous les pays du Maghreb d'ailleurs, hein, il faut augmenter les exportations agricoles. L'Égypte doit exporter et l'Égypte doit bénéficier des avantages comparatifs sur le marché international, etc. Le discours que vous connaissez. Hein. Mais on a fait le pari que ce n'est pas le petit agriculteur qui va exporter. Donc, il va falloir promouvoir, soutenir à fond les investisseurs privés pour créer une agriculture moderne et exportatrice. Donc, toute la politique publique de l'Égypte, depuis les années 90, était tournée vers la promotion du secteur privé pour booster la production agricole, pour exporter. D'accord ? Et ça a marché. Hein. Je ne peux pas vous dire que ça n'a pas marché, ça a marché, puisqu'effectivement, les exportations agricoles ont augmenté, etc. Dans ce contexte-là, notre projet intervient. Ce projet a démarré donc au début des années 90, dans cette région que je vous montrais, donc à l'ouest du delta, entre le Caire et Alexandrie. Alors, comment se passe le système? Le système est basé sur le fait que on va choisir un territoire. Dans notre cas, ce territoire-là, c'est des terres qui appartenaient à l'État, puisque historiquement, depuis 5000 ans, 6000 ans, depuis le temps des pharaons, la terre est propriété de l'État.
ce n'est pas la propriété de la personne qui gouverne. Ce n'est pas la propriété du pharaon ou de sa famille comme personne. C'est la propriété de l'État central, vraiment la personne morale que représente l'État. Donc, tous les terres qui n'ont pas de propriété privée, ça appartient à l'État. Dans certaines régions, comme la région d'Ouest Noubareye, un peu à l'ouest du delta, où on est au début du désert, il y a quand même quelques tribus nomades qui vivent entre l'Égypte et la Libye, et qui se déplacent entre les deux pays. Et qui se disent, qui ont une même mise un peu sur ces terres-là. Ils n'ont pas d'acte de propriété, ils ne sont pas propriétaires, mais ils ont vécu dans cet espace depuis des milliers d'années, donc ils considèrent que c'est à eux. Donc l'État a délimité le territoire, elle a indemnisé un peu ces tribus, et puis l'État fait les grands travaux d'aménagement. Quelques routes, ils vont enlever quelques pierres, ils vont amener l'électricité, et surtout ils vont amener l'eau. Donc dans notre cas, ils ont creusé un canal qui s'appelle le canal Nasr, qui vient du Nil jusqu'à cette région d'Ouest Noubareye. D'accord ? Autour de ce canal, ils ont créé 13 villages, tout autour du canal, de l'amont vers l'aval. Une fois que c'est fait, dans ce projet-là, on était après la réforme agraire, donc, l'État a décidé qu'il va attribuer les terres qui ont été mises en valeur dans cette région autour de ce canal, dans ces 13 villages, à 3 catégories de personnes. Alors, qui sont ces catégories-là? D'abord, la première catégorie, on est un peu dans la suite de la réforme agraire, c'est-à-dire, on a dit la première catégorie à laquelle on va attribuer ces terres, ce sont des petits agriculteurs ou des agriculteurs sans terre, qui vivent dans le delta et la vallée et qui sont prêts à émigrer et à venir s'installer dans cette région-là. Et là, on a dit, on va leur donner entre 2 et 4 hectares maximum. Donc, on reproduit un peu le même modèle de la réforme agraire. Deuxième catégorie, on a dit, on va attribuer des terres à des jeunes diplômés qui sont au chômage. On est au début des années 90, on commence à avoir vraiment un gros problème de chômage des jeunes diplômés, qui trouvent, comme le cas en Tunisie, un peu partout, c'était le début de ce problème. Donc, ils ont dit c'est une bonne idée, surtout ceux qui sont diplômés, les jeunes ingénieurs agronomes qui ne trouvent pas de travail, on va leur attribuer des terres et comme ça, on va résoudre ce problème. Puis la troisième catégorie, c'est effectivement les investisseurs privés, soit, comme j'ai dit, des individus, une personne, soit un groupe de personnes qui montent une entreprise avec des parts dans le capital et qui vont acheter donc ces terres pour investir. Les modalités d'attribution de ces terres à chacune des catégories étaient différentes. Pour la catégorie 1 et 2, c'est-à-dire pour les petits agriculteurs et les jeunes diplômés, la surface, comme j'ai dit, était entre 2 et 4 hectares, ce qui n'est pas énorme, et surtout avec un paiement étalé sur 30 ans. Okay? Donc pendant 30 ans, la personne, soit le petit agriculteur, soit le jeune diplômé, il va exploiter la terre, il va payer une somme à l'État, et au bout de 30 ans, en principe, il a tout payé. Et il n'aura l'acte de propriété de la terre qu'au bout de 30 ans. Donc pendant 30 ans, il n'a pas d'acte de propriété de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut ni vendre ses terres, ni les louer, puisqu'il n'est pas propriétaire de la terre. La catégorie 3, les investisseurs, là, c'était l'attribution des surfaces à partir de 40 hectares et plus. Vous voyez, 40 hectares, c'était la surface maximum pour la réforme agraire. Ici, ça devient la surface minimum, 40 hectares et plus. Donc, on va attribuer des surfaces de 40 hectares et plus à des investisseurs privés via un système d'enchères. Okay? Et celui qui va renchérir et va fixer le prix maximum, c'est lui qui va avoir la terre. Il paye comptant et là, il a tout de suite son acte de propriété. Okay? Moi, j'ai visité cette région en 2010, juste un an avant la Révolution. Ce n'était pas du tout pour étudier le foncier, c'était pour étudier autre chose, mais j'ai vu ce qui s'est passé 20 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé 20 ans après dans cette région-là? D'abord, on a vu qu'il y a effectivement des grandes et de très grandes exploitations qui se sont installées dans ce territoire. Mais comme par hasard,
les grandes et très grandes exploitations, elles sont situées en début du canal de l'irrigation, alors que toutes les petites sont à la fin, en aval. Donc, vous allez voir que ça va générer des problèmes et des conflits d'eau. Parce que l'irrigation, il y a des tours d'eau, comme vous le savez. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que celui qui est en amont du canal, c'est lui qui va irriguer le premier. Donc, les grandes exploitations qui sont en amont, ils irriguent le premier. Et quand il arrive le tour des petits qui sont en aval, il n'y a plus d'eau. Donc, des conflits qui sont arrivés jusqu'à tirer de coups de fusil. Hein. C'est parce que c'est très violent. Hein. Les gens, c'est leur vie qui est en jeu. Deuxième problème autour des conflits, autour de la gestion de l'eau, c'est qu'avec le développement de l'agriculture dans ce territoire, qui est devenu aujourd'hui une des plus grandes régions de culture pour l'exportation en Égypte. Je vous dis, il y a des mangues, il y a des agrumes, il y a des raisins, il y a des bananes, et tout ça c'est exporté, hein, surtout qu'on n'est pas loin d'Alexandrie, donc ça part directement des ports. L'eau du canal ne suffit plus. Donc, les grandes exploitations, ils ont commencé à creuser des puits de manière totalement illégale. Et les inspecteurs de l'irrigation, ils passent, ils voient les puits fonctionner avec les pompes qui fonctionnent à fond, ils font semblant de ne pas voir. Donc, ils pompent aussi la nappe phréatique, ce qui fait que les petits exploitants qui sont en aval du canal, quand ils ont essayé eux aussi de creuser et de pomper de l'eau, il n'y avait plus rien. Donc ça a encore exaspéré la situation de ces gens-là, parce que ni l'eau d'irrigation dans le canal est suffisante, ni les puits aujourd'hui, ils sont pratiquement à sec. Pour les petits exploitants, soit les jeunes diplômés, soit les petits agriculteurs, il y a eu beaucoup d'études d'évaluation de ce projet et toutes ces études-là disent qu'en fait le bilan est mitigé. C'est-à-dire on a des cas de succès. Il y a effectivement des exploitations qui ont bien fonctionné. Il y a des jeunes diplômés qui se sont installés depuis 20 ans, qui ont des exploitations. Ça fonctionne bien, ça marche bien. Et aussi pour les petits agriculteurs. Mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Des gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir et que petit à petit, ils ont commencé à... J'ai presque fini. Et que petit à petit, ils ont commencé à rentrer dans des situations d'endettement et de difficultés financières. Et comme ce n'est pas leur village, ils ne sont pas originaires de là, c'est des gens qui sont venus d'un peu partout pour s'installer. Donc pour eux, la solution, c'était de tout vendre et de repartir. Mais la situation de la propriété foncière, le fait qu'il y a des exploitants qui ont un acte de propriété et d'autres qui n'en ont pas dans la même région, a généré un gros problème de gestion des terres agricoles dans cette région-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui n'ont pas réussi, que ce soit des petits agriculteurs ou des jeunes diplômés, comme je vous ai dit, ils ne sont pas originaires de cette région, ce n'est pas leur terre d'origine. Donc comme ils ont fait faillite en quelque sorte, ils voulaient tout vendre et repartir, revenir dans leur village ou leur ville d'origine. Mais ils ne pouvaient pas vendre parce qu'ils n'ont pas d'acte de propriété. Okay? Ils ne pouvaient pas louer non plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les très grandes exploitations ont réussi à acheter ces terres à des prix extrêmement faibles, pratiquement 15 ou 20% de leur valeur, mais sans papier, il n'y a rien d'officiel, sans acte officiel, en disant à l'exploitant qui est étranglé par les dettes, voilà, je te donne de l'argent, comme ça tu résous ton problème de trésorerie, tu payes tes dettes, etc. Et moi je cultive la terre, et de toute façon je fais le pari que dans 30 ans, je récupère la propriété de la terre. Aujourd'hui, tu me fais juste un papier comme ça, un contrat qui n'est pas un contrat officiel, c'est juste un papier que tu signes, comme quoi tu me cèdes tes droits. C'est un papier qui n'est pas un contrat officiel, hein, c'est vraiment un papier écrit comme ça. Moi, je les ai vus hein, sur un cahier, écrit à la main et signé. Mais pour le grand exploitant, voilà, j'ai dans 20 ans ou 30 ans, je vais dire, voilà, il m'a signé qu'il me cède ses droits. Et aujourd'hui, je te paye de quoi régler tes dettes. Donc, avec ce système-là, les grandes exploitations ont réussi à récupérer de très très grandes surfaces à des prix
presque symbolique. Et les personnes qui étaient dans cette situation, ils étaient prêts à vendre à n'importe quel prix parce qu'ils étaient endettés, ils voulaient solder et partir. Hein, donc ils étaient prêts à tout. Donc ils ont pris ce qu'on leur a donné, ils ont signé ces papiers-là et ils sont partis. La même chose pour la location. Certains ont refusé de vendre, mais ils ont accepté de faire un arrangement oral de location pour des prix vraiment symboliques. Alors que les petits agriculteurs et les jeunes diplômés qui ont réussi, ils voulaient s'agrandir, mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque que les grands exploitants ont pris. Et surtout, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le risque n'est pas seulement un risque économique, c'est que les grands exploitants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré ces terres de cette manière officieuse, avec ce petit papier qui ne valent rien, et puis après, ils vont s'arranger avec l'administration publique pour solder le prix de ces terres et récupérer la propriété dans l'espace d'1 an ou 2. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'ils vont attendre 30 ans. Moyennant des pots de vin, moyennant des interventions à droite, à gauche, etc., ils vont régler cette situation. Alors que les petits agriculteurs, ils n'ont pas accès à ce genre d'arrangement. Donc en fait, les petits agriculteurs qui voulaient s'agrandir ne pouvaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer ces terres de manière légale. Et ce sont les grandes entreprises qui ont réussi à récupérer ces terres parce qu'ils arrivaient à s'arranger autrement et avec des prix, vraiment, je vous dis, c'était des sommes, c'était scandaleux de voir les prix qu'ils ont payés pour ces terres-là. Juste pour finir, après la Révolution, il y a eu un scandale de corruption autour de l'attribution des terres dans les zones et les territoires de mise en valeur, notamment la région dont je vous parle. Il y a eu un scandale au ministère de l'Agriculture. Il y a eu un ministre de l'Agriculture qui a été arrêté dans son bureau au ministère de l'Agriculture, amené par la police. Il est toujours en prison. Le procès est toujours en cours. Et j'ai appris hier dans la presse égyptienne qu'on a arrêté un deuxième ministre de l'Agriculture qui était ministre de l'Agriculture dans les années 90, donc au moment où ce projet a eu lieu, toujours pour corruption dans l'attribution des terres mises en valeur, dans l'attribution de ces nouvelles terres. Donc il y a deux ministres qui sont en prison, un qui a été arrêté en 2012-2013 et celui-là, il était ministre dans les années 90. C'est une personne âgée d'ailleurs, qui a presque maintenant 90 ans, hein. Mais ça n'a pas empêché qu'ils l'ont arrêté hier et qu'ils l'ont mis en prison en attendant donc son procès. C'est pour vous dire qu'autour de cette question d'attribution de ces terres mises en valeur, qui représentent quand même, je vous rappelle, 30% de la surface agricole totale en Égypte, il y a des enjeux politiques très importants. Et pour clôturer, le dernier grand projet de mise en valeur en Égypte, c'est un projet qui concerne 500 000 hectares, 1 million de fedden. 500 000 hectares, c'est le projet du siècle. Et c'est géré par une entreprise publique avec des capitaux qui appartiennent à l'armée égyptienne. Donc c'est l'armée qui s'est associée avec des capitaux du Golfe, pour des Émirats et tout ça, pour la mise en valeur. Donc ça va être le plus grand projet de nouvelles terres et la plus grande entreprise agricole, mais qui appartient toujours à... on ne sait pas qui exactement. Voilà, un point d'interrogation. Voilà, merci. Wow. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, je signale qu'il est 15h passé, hein, 15h06. Donc on se donne jusqu'à 15h15. Merci. Alors une question qui est, ce qui paraît intéressant pour quelqu'un qui veut précéder les événements et qui est un chercheur, c'est d'étudier les cas des petits et des jeunes promoteurs qui ont réussi pour voir dans quelles conditions et avec quel coup de pouce ou pas de coup de pouce du tout, ou quelles compétences ils ont pu eux se maintenir. Deuxièmement, on voit bien que c'est pas on laissait Chiata, on laissait l'aval aux pauvres, puisque les grands, quand ils ont été en aval, ils sont restés grands. Et deuxième question, c'est tout. Hein. Et la deuxième question, c'est comment les grands investisseurs, les grands promoteurs gèrent ces agricultures. Est-ce que c'est avec des remesses,
ou est-ce que c'est avec des ingénieurs? Est-ce qu'ils ont formé des techniciens? Merci. Je peux répondre parce que je n'ai pas noté. Alors, d'abord sur la deuxième question, ils gèrent ça avec des salariés, des ingénieurs agronomes, qui sont des salariés comme des directeurs d'entreprise. Ils ont le statut d'ailleurs de directeur d'entreprise. Et comme je vous dis, l'exploitation que j'ai visitée, il y en avait 5 parce qu'ils avaient coupé les 2000 hectares ou les 3000 hectares en secteurs et chacun était responsable d'un secteur. Donc que c'est que du salariat. Il y a l'ingénieur agronome qui est le directeur de l'entreprise et puis il y a des salariés permanents pour l'agriculture, pour la production agricole, pour le conditionnement, pour le tri, tout ça. C'est vraiment une entreprise. Pour les autres, il y a eu pas mal d'études d'évaluation sur les petits et les diplômés pour voir un peu les facteurs qui ont contribué ou non à la réussite. Moi, j'ai regardé un peu rapidement ces études. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a des problèmes de compétences individuelles. Hein, on est compétent ou non. Il y a des problèmes que certains, par exemple, notamment les jeunes diplômés, il y en a qui ont eu des coups de pouce de leur famille, un peu d'aide financière, parce qu'il y a des périodes de trésorerie, tout ça qui n'était pas facile. Il y en a aussi, il y a eu aussi des raisons sociales. Il faut voir que c'était comme des pionniers, des gens qui venaient s'installer dans des endroits, c'était vide, il n'y avait rien. Il fallait tout créer, les villages. Alors il y en a qui ont craqué pour des raisons sociales parce qu'ils étaient tout seuls, pas de famille, pas d'amis. D'autres qui se sont mariés, qui ont emmené leurs femmes, leurs enfants et qui ont construit une vie là-dedans. Donc il y a effectivement une espèce de panorama de raisons qui contribuent soit à l'échec, soit à la réussite. C'est pour ça que toutes les évaluations que j'ai vues disent que c'est vraiment très mitigé et c'est très difficile de sortir un axe en disant ça c'est la raison de l'échec ou ça c'est la raison de réussite. Voilà, oui, oui. Les deux questions. Pas d'autres questions? Une question. Donc tu as le droit d'avoir un micro pour que le public absent de cette salle puisse t'entendre. Non, c'était juste à Annie le fondement du modèle agro-exportateur. Oui. D'accord. C'est dire, bon, on va générer des ressources pour rééquilibrer la balance, améliorer le taux de couverture et donc améliorer l'indice de sécurité alimentaire. D'accord. Au bout de cette opération, on commence quand même dans les années 60, mais bon, elle s'accélère dans les années 90. Par rapport à cet objectif, qu'en est-il? Ah non, bien sûr qu'on n'a pas amélioré la sécurité alimentaire de l'Égypte à cause de ça. C'est sûr qu'on a augmenté les exportations. Ça, c'est sûr. Mais pas assez pour équilibrer les importations. OK? Premièrement. Deuxièmement, il y a un point important aussi qu'il faut voir, et ça, c'est un changement qui est... Enfin, moi, je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais c'est qualitatif. On commence à le voir. C'est que la majorité des grandes exploitations qui sont dans ces territoires-là, leur objectif premier, c'est d'exporter. Quand ils ont des problèmes pour exporter, là, ils se tournent vers le marché national. OK? Mais pas dans les meilleures conditions. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, l'Égypte a vu l'accès au marché de l'Union européenne refusé pour les pommes de terre et pour, je pense, c'était le deuxième, c'était le fruit qu'on appelle les goyaves. Parce qu'on a considéré que les résidus de pesticides sont trop élevés par rapport aux normes de l'Union européenne. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va vendre ça sur le marché national. Donc, même quand on essaye comme tu dis, d'améliorer la sécurité alimentaire de l'Égypte, c'est avec des produits refusés à l'exportation parce que leur qualité ne correspond pas aux normes. Donc tout ce qui est produit par ces exploitations et qui n'est pas de bonne qualité, qui est bourré de pesticides, comme vous avez dit Jeanne, ben on le vend pour le marché national. Donc je ne considère pas qu'ils ont atteint l'objectif de la sécurité alimentaire, ni quantitativement et surtout pas qualitativement. Ça c'est sûr. Donc, ça amène logiquement à la question que je voulais poser sur la viabilité écologique de ces différents types d'exploitation. Zéro. La viabilité écologique, c'est zéro, parce qu'effectivement, on est dans la logique de
d'intensifier. Ils tirent de plus en plus sur l'eau. Avec le changement climatique, l'augmentation des températures, comme je vous dis, le canal Nasrallah ne suffit plus. Donc ils creusent de puits, ils vont de plus en plus profondément. Il y a des problèmes de salinisation, parce qu'ici en lessive, c'est de l'eau encore plus gaspillée. Donc on est dans un système. On voit apparaître très récemment 2 ou grandes entreprises qui veulent s'afficher avec soit le label bio, des produits bio localement en Égypte, soit avec des labels développement durable, etc. Mais il y en a 2 ou 3 sur tout le pays. Non. J'ai pas vu leur protocole ni le cahier de charge. J'ai vu leurs produits en fait sur le marché. C'est essentiellement des légumes et des fruits avec un label certifié bio ou agriculture durable. Mais d'abord, il n'y en a que 2 sur tout le marché. Et c'est plus, je pense, une image de marketing qu'autre chose. Difficile à dire. Mais c'est vrai que dans les nouvelles terres, il y a des problèmes de salinisation, il y a des problèmes de manque d'eau, il y a des problèmes il y a des gros problèmes parce qu'on est dans l'intensif à fond. Tahani. Oui. Tahani, dans l'évolution politique en Égypte, il y a eu l'abrogation de la réforme agraire en 90 et maintenant tu nous dis qu'il y a donc une promotion des investissements privés, de la grande exploitation, depuis 20 ans. Qui avait déjà commencé donc à ce moment-là. Les intérêts de ceux qui ont fait abroger la réforme agraire, c'était cela. Alors, est-ce que la révolution égyptienne, depuis le renversement du gouvernement, a été impulsée par les mêmes forces qui déjà ont fait abroger la réforme agraire? La révolution de 2011 ? Oui. En grande partie, oui. En grande partie, oui. En grande partie, oui, parce que en fait, il y a deux forces politiques. Il y a effectivement tout le capitalisme et tous les capitaux et les investisseurs qui sont liés au système politique, qui sont donc dans le système de corruption. Je t'ai dit, l'attribution de ces nouvelles terres, c'est une affaire de corruption au plus haut niveau de l'État. Hein. C'est des milliards et des milliards, c'est des enjeux très importants, ces histoires. Parce qu'il paraît que l'attribution des terres n'était pas faite selon les règles, et qu'il y a eu des pots de vin et de la corruption et des choses comme ça. Et puis il y a aussi des investisseurs hors système d'État et qui se sentaient un peu lésés par tout ça et qui voulaient en gros sa place aussi. Et c'est sûr qu'ils ont joué un rôle dans la révolution de 2011 parce qu'ils voulaient se débarrasser de ce système corrompu. Ça, c'est vrai. Juste un petit point de mise en perspective comparative là, par rapport à la mise en valeur des terres arides dans le contexte algérien, finalement. Il y a deux convergences nettes. C'est la marchandisation de la terre dans ces contextes-là, et c'est également le profil des cédants, à savoir des attributaires initiaux, ceux qui sont en situation d'échec ou qui de fait n'avaient pas forcément un projet agricole au départ. Il y a eu un effet d'aubaine lorsqu'il y a eu des attributions publiques de ces terres. Après, il y a des divergences, enfin ça ressemble un peu à des divergences quand même, par rapport au profil toujours des acteurs. Dans le contexte algérien, les preneurs ne sont pas des grandes entreprises, des grands exploitants. Ils ont plutôt un profil d'agriculteurs familiaux produisant pour le marché ou de petits entrepreneurs venant en général plutôt du nord du pays. Donc il y a une différence dans le profil d'acteurs. Et puis il y a aussi une autre différence, c'est que je ne pense pas qu'on puisse, dans le contexte algérien, dresser un tableau négatif en termes quasiment d'équité quant au fonctionnement du marché, aux effets du fonctionnement du marché, comme là tu le décrivais pour l'Égypte. Et en Algérie, je ne pense pas qu'on puisse tirer le même constat. Alors la question c'est pourquoi ? J'ai pas de réponse. Je me dis, est-ce que c'est lié au fait que en Algérie, même si on n'est pas censé vendre une terre
par exemple, alloués initialement dans le cadre de la loi de 83 sur la PFA, donc avec titre de propriété sous réserve de mise en valeur au bout de 5 ans, puis dans les faits, au bout de 5 ans, on n'a pas mis en valeur, puis au bout de 15 ans, toujours pas, mais on a quand même toujours le papier de dotation initiale, et puis on transmet ça, et puis finalement ça marche, enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que c'est lié au fait que l'intervention de l'État dans le contexte algérien, en milieu rural aujourd'hui, est peut-être différent en termes de capacité de contrôle, de répression. Je savais pas que j'étais désagréable à ce point. Oui, je ne sais pas si on pourra en discuter, voir si c'est ça qui peut expliquer la chose, mais voilà. Moi, si vous permettez, moi je pense que le problème, c'est pas seulement que l'intervention peut-être en Algérie où la capacité de contrôle est plus forte, parce qu'en fait, en Algérie, oui, parce qu'en Égypte, en fait, les exploitants qui ont échoué, ils avaient mis en valeur leurs terres, mais ils n'arrivaient pas à équilibrer leurs comptes. Donc ils étaient en déficit ou ils étaient en grande difficulté, ou comme j'ai dit, certains pour des raisons sociales, hein, parce qu'ils étaient seuls, n'arrivaient pas leurs femmes ne voulaient pas vivre ici, enfin il y avait de tout, et qu'ils voulaient partir. Donc ils n'étaient pas en situation, j'allais dire, de contravention par rapport à la loi, puisque les terres étaient cultivées, mais simplement ils ne voulaient plus rester là. Ils n'avaient pas de titre, voilà. Donc ils ne pouvaient pas vendre les terres. Alors que sans titre, en Algérie, ils peuvent le vendre, et c'est légal. Et c'est légal? Non, c'est pas légal. Mais en Égypte non plus. Ils le font et du coup, mais en Égypte aussi, ils l'ont vendu. Le marché ne fonctionne pas de façon radicalement inéquitable. Oui. Comme ça semble. En fait, en Égypte, ils l'ont vendu aussi. Ils l'ont vendu aux grands exploitants en contrepartie en bradant. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça, c'est les rapports de force, hein, je pense, entre les deux, quoi, entre les grands et les petits. Mais c'est lié aussi au type de configuration de marché, où ceux qui vont acquérir ou prendre en location, c'est pas, même s'il y a de la tenue à la cesse, c'est pas non plus un équilibre monstrueux, mais c'est lié au fait que ceux qui cèdent en général, ils n'aiment même pas mis en valeur. Oui. Ils doivent vendre d'une façon. Non, là, c'était des terres mises en valeur, cultivées et tout, hein, c'était pas des terres abandonnées ou c'était pas des terres abandonnées ou des terres non cultivées, c'était des terres mises en valeur et qui fonctionnaient.